Et voilà, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT du Grenier. Bienvenue à toutes mes grenésiennes et mes grenésiens pour ce JT du Grenier réalisé sans montage, sans trucage, en direct, en différé. On va régler l'autofocus normalement. Voilà, impeccable, sur les petits singes qui servent de point de repère. Et je vais faire mon apparition avec cette semaine un sujet, qui va devenir d'actualité dans les prochaines semaines et les prochains mois, qui va être tout ce qui va être, je dirais, un petit peu pénurie, organisation de la pénurie, gestion de la pénurie, alors entre rationnement, confinement. Vous allez voir, il va pouvoir se passer beaucoup de choses. Donc rationnement, confinement, interdiction, les plans secrets des gouvernements pour gérer les pénuries. Parce que oui, évidemment, les pénuries, ça se gère, ça s'organise. Et vous allez voir, il se passe beaucoup de choses à ce sujet. Et on peut à peu près affirmer qu'on ne va pas vers du mieux, mais qu'on va plutôt aller vers du moins bien, vers une dégradation. Encore une fois, affirmation ne valant pas argumentation, je vous propose qu'on regarde ensemble un certain nombre d'éléments pour alimenter la réflexion de chacun sur ces sujets. Et donc, à la barre, je convoque un témoin important, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que du président de la République, Emmanuel Macron. On n'a pas le droit de dire que le président est évidemment complotiste. Et qu'est-ce qu'il a dit, Emmanuel Macron? La France doit entrer dans une économie de guerre, la France doit tirer les conséquences de la situation géopolitique et entrer dans une économie de guerre. Alors c'est ce qu'il a dit le lundi 13 juin. Ça a été relativement peu commenté, hein, comme sa phrase il y a un an quand il disait dans 18 à 24 mois, il y aura une crise alimentaire. Ça a été très peu commenté. Et là, quand le président de la République, pareil, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là c'est pas le sujet. C'est même pas le sujet d'ailleurs de savoir s'il faut faire la guerre en Ukraine, pas en Ukraine, aider les Ukrainiens, être contre les Russes. Pareil, c'est même pas le sujet ici. Simplement en termes analytiques, en termes purement factuels, quand vous avez le président de la République qui vous dit il va falloir qu'on entre dans une économie de guerre, quand même important de se poser la question, et Kesako, une économie de guerre, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? À quoi il pense? Si on en discutait un petit peu, non, parce que comme ça, là, vous voyez, de vous à moi, ça semble un peu quand même, un peu lourd, quoi, comme type de sujet. Économie de guerre, je peux vous dire que la dernière fois qu'on a eu une économie de guerre en France, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas à manger, il y avait des tickets de rationnement, les Français partaient au STO, les jeunes Français partaient au STO en Allemagne, il y a un service de travail obligatoire, et ils allaient en Allemagne. On avait des prisonniers de guerre, enfin bon, c'était sous occupation, vas-y vous, les économies de guerre, ça laisse pas forcément un super bon souvenir, quoi. Donc ça serait quand même important et intéressant qu'on en discute un peu. Alors c'est quoi l'économie de guerre? On va sur le site d'Alternative économique, tapez économie de guerre, Alternative économique, et Alternative économique, je trouve, donne une bonne définition parce qu'elle a le mérite d'être courte et d'être relativement synthétique. Type d'économie dans laquelle les besoins de la guerre sont satisfaits prioritairement par prélèvement autoritaire, réquisition, livraison obligatoire. Dans une économie de ce type, le pouvoir d'achat effectif de la population est forcément bas, puisque l'appareil de guerre ponctionne largement la production. C'est ça l'économie de guerre, c'est tous les moyens de votre pays sont mis en œuvre pour obtenir la victoire dans la guerre et donc pour alimenter les besoins prioritaires des armées, prioritaires bien entendu devant les besoins civils. Donc savoir si vous et moi vous allez pouvoir rouler en voiture, ça sera le cadet des soucis de l'économie de guerre. L'économie de guerre, elle veut s'assurer que les chars puissent rouler, qu'il y ait des chars qui puissent être produits, que l'armée ait des chars, et Dieu sait que les chars se font vite casser avec des missiles anti-chars pendant les guerres. Donc en gros, les guerres consomment à la fois et beaucoup d'hommes, hein, l'expression n'est pas de moi, hein, la guerre consomme des hommes. Quand on considère les hommes, c'est horrible, hein, je ne justifie pas, au contraire, je vous donne cette expression pour qu'elle vous choque, pour ce qu'elle doit choquer. Quand la guerre consomme des hommes, eh bien c'est qu'évidemment, la guerre, c'est une grande faucheuse, ça tue des millions de personnes, et encore une fois, en Europe, il y a rarement des petites guerres. Donc je reprends type d'économie dans laquelle les besoins de la guerre sont satisfaits prioritairement par prélèvements qui peuvent être évidemment autoritaires, et vous allez voir que c'est en train de se mettre en place, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Réquisition, livraison, voilà. Donc on va détailler. Donc ça c'est pour la définition d'économie de guerre du site Alternative Éco. Dans l'article
précédent, qui est un article de Radio France Internationale, RFI, source autorisée. L'économiste Keynes résumait la situation en quelques mots. L'économie de guerre, c'est le passage de l'abondance à la pénurie. Donc ça, si vous tapez la France en économie de guerre RFI sur votre moteur de recherche préféré, vous allez tomber sur cet article de Radio France. Je vous invite à le lire. Et donc, il cite Keynes comme ça en disant l'économie de guerre, c'est le passage de l'abondance à la pénurie. C'est intéressant quand même, parce que la pénurie, ça commence à ressembler fichtrement là à ce qu'on est en train de vivre. Et donc les pénuries, vous avez des pénuries à peu près de tout, et à peu près pour tout. Alors, pénurie de carburant dès l'été. Alors, ça, c'est un article de TF1. Cet article de TF1 reprend les derniers propos qui ont été tenus par le directeur général de l'Agence internationale à l'énergie, l'AIE. C'est une agence parfaitement officielle, pareil, une source parfaitement autorisée. Avec l'invasion en Ukraine, le monde se retrouve privé de ses producteurs majeurs d'hydrocarbures et de produits pétroliers raffinés. Vous avez deux choses dans la notion d'énergie. Vous avez l'énergie quantité de barils de pétrole qu'on est capable d'extraire de nos champs pétroliers. Et puis, vous avez notre capacité à raffiner ce pétrole pour en faire un produit fini qui va être du diesel, de l'essence, du kérosène, enfin voilà. Et donc, on a un problème sur les capacités de raffinage, puisqu'en réalité, Russie, Ukraine sont des gros raffineurs, notamment de diesel. Sans compter l'embargo partiel voté par les 27 sur le pétrole brut russe dans les 6 mois. Pour l'AIE, donc l'Agence internationale à l'énergie, les calculs sont donc très simples. Dès cet été, l'Europe va pâtir du manque de diesel, d'essence ou de kérosène, résume son directeur général Fatih Birol. Voilà, pareil, c'est très intéressant. La pénurie de carburant, elle est à peu près attendue pour ce qu'on appelle la driving season aux États-Unis, mais vous avez l'équivalent en Europe avec les congés d'été, juillet, août, où traditionnellement on est tous sur les routes pour partir en vacances, on est tous dans les avions pour partir en vacances, et donc on consomme énormément de kérosène et de diesel, en plus de tous nos usages quotidiens, il y a un pic de demande, et il se pourrait fort bien que cet été, on ait des premières tensions qui apparaissent sur la disponibilité de certains carburants. Simultanément, et au moment où nous parlons, j'enregistre cette vidéo, on est dimanche soir, il est déjà 18h30, la Russie coupe le gaz, et la Russie est en train de couper le gaz. Alors globalement, les livraisons de gaz de la Russie vers l'Europe viennent de baisser dans la semaine de 70%, robinet fermé complètement en Pologne, en Bulgarie, en Finlande, débit fortement réduit de 60-70% pour l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, et plus aucun mètre cube n'est livré en France. Les Européens dénoncent un chantage au gaz de Vladimir Poutine, bon, s'ils veulent, on dénonce ce qu'on veut, c'est pas le problème, on est en guerre. Donc quand on est en guerre et en économie de guerre, faut pas s'étonner que l'adversaire, et qui est accessoirement également notre voisin géographique, il vous fait la guerre, oh, il va pas se laisser armer les Ukrainiens qui tuent des soldats russes en continuant à nous livrer du gaz. Donc évidemment, c'était assez prévisible que le gaz soit coupé à peu près à cette période-là. Pourquoi ? Parce que l'été est la période où on remplit les stocks de gaz pour l'hiver. Voilà. Et donc, Moscou appuie là où ça fait mal et joue la vulnérabilité énergétique des Européens. Et donc, évidemment, ce que dit Poutine, c'est négocions. Négocions parce que sinon, l'hiver prochain, il va faire froid, très très froid. En Allemagne, par contre, la crise elle va être beaucoup plus urgente. Donc, vous avez le ministre allemand de l'économie qui est aujourd'hui, dimanche, a annoncé de manière extrêmement rapide que pour réduire la consommation de gaz, il faut utiliser moins de gaz. Et oui, eux aussi, ils ont un Bruno Le Maire qui vous dit que l'eau, ça mouille, que le feu, ça brûle, et que pour réduire la consommation de gaz, il n'y a qu'à utiliser moins de gaz. De la même manière, on avait Castex qui nous avait expliqué quand il était Premier ministre que la meilleure manière de ne pas engorger les hôpitaux, c'était de ne pas tomber malade. Voilà. Bon, et là, c'est pareil, on est dans cette logique absolument affligeante intellectuellement. Donc, il faut utiliser moins de gaz pour produire de l'électricité. Et donc, comment qu'on fait pour produire de l'électricité sans gaz, quand on n'a pas de centrale nucléaire, qu'on n'a que des moulins à vent appelés éoliennes et des panneaux solaires, mais en Allemagne, c'est quand même pas l'ensoleillement le plus brillant au monde, eh bien, évidemment, on rallume les centrales à charbon, et donc il dit, à la place, les centrales à charbon devront être davantage utilisées, a déclaré le ministère de l'économie dans un communiqué. Donc, le charbon, c'est
tout simplement l'énergie électrique la plus abjecte, la plus polluante, avec le bilan carbone le plus désastreux. Donc surtout, vraiment, continuez à trier vos poubelles, hein, parce qu'il y a le réchauffement climatique. Mais en attendant, comme ils se sont fâchés avec les Russes et qu'il n'y a plus de gaz pour faire l'électricité en Allemagne, et ben on va rallumer les centrales à charbon. Et puis comme de toute façon les Allemands ne veulent pas entendre parler de nucléaire, ils ne veulent pas que dans la taxonomie européenne, le nucléaire français soit considéré comme une énergie verte et décarbonée. Or pourtant c'est le cas, elle est décarbonée, qu'elle soit pas verte, ça évidemment on peut en discuter, mais elle est en tout cas complètement décarbonée puisque ça fait un petit peu moins de CO2 quand même que le charbon. Alors vous voyez, donc les types ils font de l'écologie, hein, donc tous les Allemands qui achètent des belles voitures électriques, et ben ça donne ça là, une petite BM électrique rechargée avec un groupe électrogène. Alors peu importe que cette photo soit vraie ou fausse, on s'en fiche, rien ne dit qu'elle est vraie, c'est peut-être juste une blague, mais ça me fait furieusement penser quand même ce qui se passe en Allemagne à ça, c'est-à-dire qu'on fait de l'énergie avec du charbon qui est la pire des énergies, la plus polluante et en termes de CO2 et en termes de particules fines, pour recharger des bagnoles électriques qui elles-mêmes ont un bilan carbone qu'on peut quand même un petit peu mettre en doute quand on prend la totalité du cycle de fabrication et de vie du véhicule. Donc encore une fois, voilà, triez votre poubelle jaune. Donc, je ne suis pas en train de vous dire trier votre poubelle jaune, il faut le faire, mais évidemment c'est pas comme ça qu'on sauvera la planète. L'Allemagne pollue l'Europe et tue, ça c'est un article du Monde de l'énergie, l'électricité noire allemande tue 200 000 personnes par an. La majeure partie des rejets nocifs de particules fines outre-Rhin, et donc quand vous avez un retour d'Est, eh bien toutes les particules fines de nos gentils voisins allemands viennent stagner au-dessus de la France et donc faire des pics de pollution au-dessus de la France. Merci l'Allemagne. On sait que évidemment les nuages radioactifs et les nuages de pollution s'arrêtent à la frontière, mais depuis qu'il y a Schengen et l'Europe, il n'y a plus de frontières, donc les nuages peuvent passer. Dont la production s'est à peine ralentie, passant de 65% en 2000 à 60% en 2019. Donc là, on est avant la crise ukrainienne, d'accord, avant crise Covid, avant crise ukrainienne, l'accroissement des énergies dites renouvelables, deux explications à ce paradoxe, l'accroissement des besoins en électricité, et c'est le charbon et le gaz qui compensent la diminution de la production nucléaire en Allemagne, puisque l'Allemagne sort du nucléaire, et donc comme les énergies renouvelables ne sont pas suffisantes pour absorber l'augmentation du besoin d'énergie en Allemagne, eh bien vous avez un recours de plus en plus important en réalité à l'énergie la plus dégueulasse, qui est l'énergie à base de charbon, et donc on brûle du charbon pour faire de l'électricité en Allemagne, et ça ne gêne absolument personne. Et encore une fois, triez vos poubelles, poubelle jaune, poubelle verte, et on fait n'importe quoi dans le même moment. L'hiver prochain sans gaz sera froid, le spectre d'un hiver sans gaz russe se rapproche, hein, donc encore une fois les Russes sont en train de couper le gaz. En coupant le gaz, eh bien, on ne peut pas, là on a une très forte baisse du besoin de chauffage évidemment, en plus c'est un peu la grosse canicule, donc évidemment c'est pas maintenant qu'on met le chauffage, donc comme on ne met pas le chauffage maintenant, la demande de gaz baisse, mais on en profite évidemment pour reconstituer les stocks pour l'hiver prochain, et si on ne peut pas reconstituer les stocks, et que l'hiver prochain le gaz est coupé, eh bien ça va grelotter dans les chaumières. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est une période de propositions russes vis-à-vis des pays de l'Union européenne pour négocier. Voilà, vous voulez que je vous remette le gaz ? Eh bien, négocions. Il était évident que la Russie et Vladimir Poutine n'allaient pas attendre qu'on ait fait notre transition et qu'on n'ait plus besoin de son gaz pour essayer, évidemment, d'obtenir quelque chose en termes de compensation et de négociation, peu importe que ce soit bien ou mal. En termes analytiques et stratégiques, il ne va pas attendre, évidemment, de ne plus avoir ce levier de pression. Et c'est là qu'on en arrive au plan secret irlandais, qui a fuité dans la presse irlandaise. Donc là aussi, pareil, un article de Radio France Internationale. L'Irlande élabore un plan d'urgence en cas de crise du carburant causée par la guerre en Ukraine. En cas de, ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais c'est très intéressant. En Irlande, le gouvernement élabore ce plan. Alors, ce plan, finalement, il est extrêmement simple, il est extrêmement logique. Il n'y a pas vraiment de surprise en réalité.
Plan d'urgence qui ressemble fortement à un confinement énergétique qui serait activé en cas évidemment de pénurie avérée de carburant. Tous les travailleurs non essentiels, donc essentiels, non essentiels, on retrouve exactement ce qui s'est passé pendant le Covid, devraient rester à la maison et limiter leurs déplacements en voiture, donc plus de déplacements personnels en voiture. Concernant les stations-service, au niveau de l'Irlande, ça serait seulement une centaine de stations-service qui seraient approvisionnées. Les autres ne seraient pas approvisionnés, ils ne fourniraient du carburant qu'aux travailleurs essentiels. Donc bon, pas pareil, vous aurez une carte, machin, etc., un QR code prouvant que vous êtes travailleur essentiel. Les soignants, les agriculteurs, par exemple, évidemment, seront des travailleurs essentiels, mais de même que le camion de transport de nourriture de l'usine agroalimentaire, un machin, sera considéré comme prioritaire. Donc sera considéré comme prioritaire tout, en gros, tout ce qui ne sera pas évidemment des déplacements personnels de loisirs. Donc aller voir mamie, c'est plus un déplacement prioritaire. Si la situation n'est pas aussi critique, ce sera plutôt un système de rationnement, donc rotation à la pompe, jour pair, plaque paire, jour impair, plaque impair par exemple. Et dernière mesure, réduction de la vitesse autorisée sur l'autoroute. Donc voilà, donc des mesures qui finalement sont déjà dans l'air et que vous allez vous faire voir mettre en place très rapidement dans les prochains mois. Donc sur l'autoroute, on va passer de 130 à 110 ou 120. Donc voilà, on va évidemment vers ce genre de mesures. Pareil, on est pour, on est contre, c'est autre chose. Moi là, je vous présente des choses factuelles qui sont dans l'air du temps. L'Allemagne, alors il n'y a pas que l'Irlande, l'Allemagne, elle, envisage tout simplement d'interdire de rouler le dimanche. Voilà, donc rouler le dimanche, Verboten, interdit, terminé. Le parti au pouvoir, le SPD, n'écarte pas cette possibilité. Et d'ailleurs, pour cela, il a déjà un peu l'idée du cadre juridique. Il s'inspirait d'une loi votée en Allemagne à la suite des chocs pétroliers au siècle dernier, dans les années 70, interdisant aux automobilistes de prendre leur voiture le dimanche afin de réduire les consommations de pétrole. Vous imaginez que si tous les pays européens faisaient ça en même temps, eh bien, vous diminuez tout simplement, en gros, d'un septième, un jour sur 7, donc un septième, la demande de pétrole. On joue sur des effets marginaux. Donc, si vous baissez la demande de pétrole d'un septième, eh bien, évidemment, vous envoyez au marché un signal de on n'a pas besoin de pétrole et donc les prix baissent. Donc, effectivement, pour faire baisser les prix, interdire de rouler, c'est plutôt une bonne idée. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du type de raisonnement dans lequel on rentre. L'énergie est tellement chère que pour faire baisser les prix de l'énergie, eh bien, il n'y a qu'à interdire de rouler. Donc en interdisant de rouler, on interdit tout simplement la demande en fait. Et donc en interdisant la demande, forcément on fait baisser les prix. Mais c'est du délire complet en termes de raisonnement d'en arriver là. On peut aussi raisonner en disant laissons faire le marché. Et puis à 5 € le litre, je peux vous assurer que les gens qui n'ont pas un déplacement essentiel à faire ne le feront pas. Donc on peut aider les gens qui ont besoin de se déplacer pour travailler à se déplacer pour aller travailler. Et puis tout ce qui est déplacement qui n'est pas professionnel ou obligé, à 3 € ou 4 € le litre, et évidemment, on roule beaucoup moins. Conclusion, eh bien, l'économie de guerre, c'est toujours l'économie de la pénurie, les amis. L'économie de la pénurie, c'est toujours une inflation, puisque l'ajustement se fait par les prix. Donc, dans une économie de la pénurie, l'inflation, elle devient structurelle, elle devient endémique, puisque quand il manque des choses, c'est celui qui a le plus d'argent qui peut s'acheter ces choses-là. Donc les prix de ce qu'il y a de disponible montent. Souvenez-vous, non, vous vous souvenez pas, moi je me souviens pas non plus, je l'ai pas vécu, mais j'ai lu tous les livres là-dessus, puis j'ai parlé à des gens qui, eux, l'ont vécu, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, le prix de la viande était extrêmement élevé. Vous aviez une inflation à plusieurs dizaines de pourcents chaque mois. Et c'était juste une économie de la pénurie, puisque tout était pris par les Allemands. Donc il n'y avait pas grand-chose avec le marché noir, etc., etc. On connaît tout ça. En tout cas, on l'a vu dans les films. Pénurie et réduction massive de la mobilité sont à prévoir. Donc la mobilité aujourd'hui, elle est carbonée. De toute manière, même quand elle n'est pas carbonée, en France, la moitié de notre parc nucléaire est en carafe pour des raisons d'entretien qui n'étaient pas prévues. Donc nous aussi, on a des vrais problèmes de production d'énergie. En Allemagne, ils n'ont plus de gaz, donc de toute manière, ils sont obligés de faire de l'énergie avec du charbon. Donc de toute façon, on va être obligé de réduire notre consommation
consommation d'énergie, et donc on va réduire massivement nos mobilités. La transition énergétique, c'est aller vers une société de la sobriété, vers une sobriété forcée et imposée. Alors forcée et imposée par les gouvernements, par les dirigeants, par un certain nombre de mesures, et puis forcée par les forces du marché et le prix de certaines énergies ou de certaines possibilités. Encore une fois, à 5 € ou 6 € le litre, vous considéreriez vos déplacements d'une manière complètement différente. Je ne suis pas évidemment acheteur d'actions de compagnies aériennes, vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que si on est dans une société qui va vers de la sobriété énergétique, si on va vers une réduction massive des mobilités, si on va vers une raréfaction des énergies disponibles, il est évident qu'aller se faire bronzer le maillot sur une plage à Copacabana ou un petit séjour à Bali en amoureux, voire même un petit week-end à Rome à 5 € avec une compagnie low cost, ça va vite être du souvenir du monde d'avant, si vous voulez. Mais ça a peu de chances de perdurer longtemps dans un monde où il n'y aurait même pas de quoi faire le plein pour aller travailler et où vous seriez confiné à la maison en télétravail. Donc, cela va absolument tout changer. Encore une fois, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'une crise financière, une crise boursière, une crise économique, c'est pas une grande menace pour les grandes sociétés cotées du CAC 40, du Dow Jones, etc. C'est jamais une crise financière qui provoque la disparition, une crise boursière, une crise économique, les cycles normaux. C'est jamais ces crises-là qui provoquent la disparition et la faillite des grandes entreprises. Ce qui provoque la faillite et la disparition des grandes entreprises, ce sont les changements d'usage. Je vous donne l'exemple de Kodak qui vendait des pellicules avec l'arrivée de l'appareil photo numérique. Je vous prends l'exemple de grands producteurs de téléphones portables qui ont raté le virage des smartphones et qui ont disparu. Donc ce sont les changements d'usage qui menacent les entreprises et qui menacent les grands équilibres, parce que les changements d'usage sont des moments de rupture profond de nos habitudes. C'est un changement d'habitude. Un changement d'usage, c'est un changement d'habitude. Et donc aujourd'hui, on a une société jusque dans, si vous voulez, notre manière de consommer dans les centres commerciaux, dans notre urbanisme, où nous avons tout qui a été mis en périphérie des villes. Donc on va se rapprovisionner en périphérie des villes, dans nos ZAC, dans nos zones d'activité commerciale, dans nos centres régionaux, dans nos centres commerciaux régionaux, etc. etc. Donc on prend la voiture pour remplir le coffre de son caddie et on roule pour aller faire les courses. Le changement d'usage peut toucher de plein fouet, mais de manière radicale, tout le modèle économique de la grande distribution. Tout le modèle économique de même la livraison à domicile. Moi, quand j'ai 5 camionnettes qui m'amènent une commande, mais en 5 fois en provenance d'Amazon, on est dans le délire logistique absurde qui fait que de toute façon, quand on a un problème d'énergie, vous ne pouvez plus avoir la livraison en 24 heures, garantie Amazon Prime pour... vous savez quoi, en plus la livraison elle est gratuite. Donc on vous livre un livre de poche qui coûte 8 € ou 10 € et en plus on vous le livre gratuitement. Donc évidemment le coût écologique, le coût carbone, tout ça n'est pas répercuté dans le prix. Donc les changements d'usage vont menacer tout ça, vont menacer les compagnies aériennes, vont menacer notre urbanisme, vont avoir un impact sur notre immobilier, sur la manière dont on se loge, sur la manière dont on habite, dont on occupe le territoire, etc. etc. Donc tout ça, ça va considérablement changer. La transition énergétique, le fait d'aller vers une société de la sobriété énergétique, ça va absolument juste tout changer, à commencer par les très mauvaises habitudes que nous avons pu prendre ces dernières années, une consommation de masse à outrance de plein de bidules, et ça, on va aller évidemment vers la raréfaction et vers plus une vie comme celle que nous avions et que moi j'ai connue quand j'étais gamin au début des années 80 et où évidemment on ne connaissait pas, on ne consommait pas, pardon, et on ne connaissait pas cette consommation de masse et on ne consommait pas autant. Moi la première fois que j'ai mis les pieds dans un supermarché, rigolez pas, j'avais 15 ans, voilà, jusqu'à mes 15 ans je ne connaissais pas ce qu'était
un hypermarché. Je connaissais la supérette, je connaissais mon Félix Potin, je connaissais le fruitier d'en bas et le légumier d'en bas, mais je ne connaissais pas, je connaissais Monoprix, enfin non, c'était Prise Unique d'ailleurs à l'époque, je connaissais le grand Prise Unique que j'avais pas loin de chez mes parents. C'était bien le plus grand truc que je connaissais, et puis à l'âge de mes 15 ans, j'ai découvert ce qu'était un hypermarché avec des yeux absolument fascinés par la profusion de ce que, évidemment, on pouvait y trouver. Donc, voilà. Tous ceux que ça intéresse peuvent aller plus loin. Encore une fois, en s'embaudant au dossier stratégie, et donc notamment celui du mois de mai était consacré à la résilience personnelle. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous la partagez, vous mettez des pouces, vous la commentez, vous me retrouvez sur Twitter sur @insolentiae. Pour vous abonner, hop, il y a un petit i là-haut pour aller sur le site insolentiae.com. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Le Grenier de l'Écho, vous pouvez activer les notifications pour ne pas rater une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information sur le site insolentiae.com. Et puis vous pouvez également, évidemment, poursuivre vos réflexions sur cette immense évolution qui va se faire là maintenant sous vos yeux. Cette année, on va rentrer dans une nouvelle étape de la raréfaction et des pénuries, et donc ça va affecter directement notre quotidien, un petit peu de la même manière que le Covid a pu le faire, où on va assister effectivement au renforcement du télétravail, à l'impossibilité de se déplacer comme on se déplaçait aussi facilement. Voilà, donc vous allez voir, ça va être à mon sens, une des grandes dominantes des évolutions auxquelles nous allons assister ces prochains mois. Donc, voilà, acheter un vélo électrique, assistance électrique, ça peut vous aider. Acheter une petite Dacia Spring électrique, si vous en avez les moyens ou la possibilité, peut-être que ça pourra vous aider à avoir des mobilités quand même minimales, notamment quand on est dans des zones rurales où ça peut être un petit peu éloigné ou ce genre de choses. Et puis voilà, écoutez, bonne réflexion sur ces sujets. Passez une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT du Grenier consacré, je ne sais pas encore à quoi, mais en tout cas voilà un beau sujet sur lequel vous allez pouvoir occuper vos neurones et les débats sous les commentaires pour enrichir la réflexion de chacun toute la semaine qui vient. Merci les amis, prenez grand soin de vous, soyez prudents, préparez-vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut mes grenésiennes et mes grenésiens.